Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Pierre Nétali qui est avocat associé du cabinet Axence Avocat, associé avec Agathe Vitour avec qui on a fait un podcast l'été dernier sur le sujet de la réforme des SAD et des SIAD. Et aujourd'hui ensemble on a décidé de parler de qualité, de la démarche qualité des évaluations, mais dans un contexte économique dégradé. Donc comment on fait quand on a moins de moyens, quand la situation est plus compliquée, pour répondre à toutes ces exigences en matière de qualité qui sont de plus en plus, peut-être, je ne sais pas si on peut dire dures, mais en tout cas de plus en plus nombreuses, avec de plus en plus d'enjeux quand on voit l'évolution, la certification, enfin on n'est pas encore sur la certification, mais l'évaluation, quand on voit la publication des résultats, et on va aussi se poser la question de ce qui peut se passer ensuite avec les autorisations. Avant de parler de tout ça, Pierre, je vous propose de vous présenter. Bonjour à tous, merci Arnaud de cet entretien dans le cadre du podcast. Le cabinet Axence Avocat est un cabinet qui existe depuis 2002 avec un choix d'être hyper spécialisé sur le secteur social et médico-social. Et à ce titre, on intervient sur toutes les problématiques qui concernent les gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux. Donc toujours le prisme du côté du gestionnaire, on n'est quasiment jamais l'avocat des collectivités, ARS, départements, État. On n'est pas non plus l'avocat des usagers et pas plus celui des salariés pour des problèmes de conflit d'intérêts. À ce titre, on a développé une expertise sur le secteur avec un objectif de répondre à toutes les problématiques des gestionnaires, que ce soit du droit du travail, du droit fiscal, mais surtout tout ce qui est relation avec les administrations et pour ce qui nous intéresse, le RGPD et en dernier lieu la qualité. Donc face à ça, on a développé une offre de services pour accompagner les gestionnaires d'établissements. Et c'est vrai que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est important parce qu'on a de plus en plus d'établissements et de gestionnaires qui sont en difficulté financière et ça a forcément, bien évidemment, un impact sur la qualité. Ok, avant de rentrer vraiment dans ce sujet-là, je me demande pourquoi vous êtes tourné vers les établissements médico-sociaux? Pourquoi le médico-social? Quand on est avocat, c'est quoi ce... Pourquoi? Bah, parce que, comme un certain nombre, il y a une part de filialisation, euh, filiation, pardon, familiale, où j'ai des parents qui étaient très engagés dans le secteur, et des grands-parents très engagés dans le secteur social et médico-social. Un grand-père qui était directeur d'un complexe avec un ESAT, une EA, un centre de rééducation après la Seconde Guerre mondiale, et une mère assistante sociale de formation qui a dirigé des établissements, et un père qui a dirigé également des établissements, dont plusieurs écoles de travail social en Normandie et en Pays de la Loire. Donc voilà, la génétique a fait que j'étais très intéressé par le secteur avec une petite difficulté, c'est que j'avais plus de passion pour le droit que pour les qualités d'accompagnement humaine qu'il faut pour être travailleur social. Donc, ce qui m'a amené à devenir avocat après une thèse sur le contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Donc, un truc qui n'intéresse que deux ou trois juristes en France, dont je fais partie. Ok. Et du coup, j'ai une deuxième question aussi par rapport à ça. Avocat, on l'imagine plutôt, oui, sur du contentieux au tribunal. Pourquoi s'orienter sur le DPO, sur le RGPD, je comprends. Pourquoi la qualité? Qu'est-ce qui vous amène à vous tourner aussi vers la qualité assez tôt en plus avec l'université, on en reparlera avec le colloque qui est organisé bientôt. La qualité parce que on a une volonté de répondre à toutes les problématiques de nos clients
Et la qualité est montée en puissance depuis la loi du 2 janvier 2002, les évaluations internes, externes, les conséquences qu'a aujourd'hui l'évaluation HAS et les risques que ça fait générer. Donc on est très sollicité et on a pour objectif à chaque fois d'essayer de mettre en place des services qui facilitent la vie de nos clients. C'est-à-dire que naturellement, on nous met dans la case avocat, c'est-à-dire quasiment contentieux. Or, au Mm. sein de nos cabinets, la partie contentieuse représente, et pas marginale, mais elle est relativement faible. Et la partie RGPD qualité a pris une telle importance qu'on l'a même mis dans une activité qui est une filiale, parce que on est vraiment sur une démarche d'accompagnement des gestionnaires avec l'idée de leur prémâcher le boulot pour que la partie juridique soit la moins sensible possible et qu'on soit vraiment avec des gestionnaires qui soient et des établissements qui soient sur la qualité à proprement parler et que le droit soit, comment dire, indolore. Voilà, Ouais, je comprends. L'idée de prévenir plutôt que guérir, en fait. On travaille en exactement. amont sur l'accompagnement plutôt qu'avoir un problème par la suite. Ok, alors, il y a cette idée de financement, mais avant, parce qu'on a parlé de l'évolution de la qualité et du poids que ça peut avoir et de l'importance que ça peut avoir, on en a discuté un tout petit peu, mais en termes d'autorisation, moi aujourd'hui, la qualité, bon, on sait que au départ, c'était des bonnes intentions, ça se durcit, concrétise beaucoup plus avec la réforme de l'évaluation. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer que ça remette en cause l'autorisation? Est-ce qu'un dé sur Calliscope pourrait amener une fermeture administrative ou voilà, une tutelle, une Une administration administration provisoire? provisoire. Hmm. Ouais. Alors, c'est une excellente question. En réalité, dès le début, dès 2002, les évaluations externes étaient une des seules hypothèses, même était la seule hypothèse à l'époque, qui permettait à une autorité de contrôle et de tarification de refuser le renouvellement de l'autorisation quand, au bout des 15 ans, l'évaluation n'était pas satisfaisante. C'est-à-dire que dans la démarche d'autorisation, l'autorisation, en réalité, elle est donnée à durée indéterminée, elle peut être remise en cause tous les 15 ans. Et la remise en cause, le seul critère à l'origine qui existait, c'est plus le cas aujourd'hui, c'était les résultats de l'éval externe. Donc, dans la logique du législateur, et moi je dirais même plutôt du ministère des Affaires sociales, dès le début, on a voulu faire de la qualité, et ce qui ne me paraît pas idiot, un outil pour aller, le cas échéant, remettre en cause une autorisation. C'est-à-dire que celui qui n'est pas bon sur la qualité, il n'y a pas de raison qu'il continue à s'occuper de publics vulnérables. Donc, pour moi, on a une logique qui est très claire. Stratégiquement, je pense que les gouvernements et le ministère des Affaires sociales, plus précisément, ont toujours su que s'ils mettaient du jour au lendemain une éval de type HAS en place, ils auraient eu tout le secteur social et médico-social sur le dos. Donc leur stratégie, ça a été de dire, oh, on part sur quelque chose de gentil avec une éval interne et puis une éval externe qui valait ce qu'elle valait, mais il n'y avait pas de référentiel commun. Il suffisait de déposer un dossier pour devenir évaluateur externe, on ne vous demandait aucune compétence particulière. Donc on était sur quelque chose de très laxiste. Et progressivement, arrive ce qui devait arriver, c'est qu'on professionnalise l'évaluation externe, donc l'éval HAS aujourd'hui, pour resserrer le contrôle des établissements avec l'idée que on essaye aussi d'homogénéiser progressivement les pratiques dans les établissements et on essaye vraiment d'avoir une évaluation qui doit garantir un vrai niveau de qualité dans les établissements. On peut dire tout ce qu'on veut, mais le resserrement qu'impose l'HAS aux évaluateurs externes, et je sais que c'est des questions qui vous passionnent au moins autant que moi, on sait que ce resserrement, il est logique. Les premières évals HAS, c'était un peu l'école des fans, hein. Aujourd'hui, c'est moins le cas et ce sera encore moins le cas demain. Donc,
on a un enjeu sur l'évaluation HAS qui, pour moi, est dans une logique qui était prévue dès le départ, même si elle n'était pas écrite par le ministère. C'est que on ne pouvait pas mettre une éval violente dès le début. Il fallait acculturer tout le monde à l'évaluation et peut-être qu'un jour on arrivera, vous avez fait un peu le lapsus tout à l'heure, à l'accréditation comme on a dans le secteur sanitaire. Je ne sais pas si on ira jusque-là parce que je pense qu'il y a quand même de très lourdes réformes qui sont en cours, notamment tout ce qui est plan de transformation de l'offre, etc. Mais voilà pour moi l'évolution historique et les enjeux auxquels on est confronté. Ouais, je comprends. Est-ce qu'on a des exemples de situations, parce que on a parlé ensemble aussi de d'établissements qui sont en grande difficulté, à la fois financière sur des plans de redressement, voire de liquidation. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous avez vu des assos ou des structures pour lesquelles un défaut important de qualité, de démarche qualité, leur aurait coûté leur autorisation? Alors, à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que clairement, on a une partie du secteur qui est en grosse difficulté financière et qui sont sous l'œil, je dirais, vigilant, voire un peu sévère parfois, des autorités administratives. D'accord? On a de plus en plus d'établissements qui sont en difficulté. On le ressent au travers des informations qui sortent dans la presse où on voit que près de 50% des établissements pour personnes âgées dépendantes, des EHPAD, sont en déficit. Nous, dans nos cabinets, on voit de plus en plus d'associations qui viennent nous voir parce que elles sont au bord de l'état de cessation des paiements et on essaye d'anticiper pour pas qu'il y ait de dépôt de bilan. Sur la qualité proprement dite, jusqu'à présent, c'est pas le critère premier qui a été mis en avant. C'est plus au travers de missions d'inspection qui viennent corroborer une éval HAS, que là, on va avoir des mesures administratives qui vont être prises. Et par exemple, une administration provisoire, vous l'avez souligné, et on peut même aller jusqu'à un transfert forcé d'autorisation à un nouveau gestionnaire. Donc, Hmm. on a cette conséquence, cette série de conséquences qui passent par le contrôle administratif que je vais qualifier de classique, plus que par le résultat direct de l'éval externe dont l'autorité de tarification et de contrôle se servirait pour remettre en cause l'autorisation. Mais on y vient, hein, faut pas se leurrer. Je me permets petite parenthèse, je vous rappelle pour ceux qui le savent, et je le dis pour ceux qui ne le savent pas, dans le cadre de l'Eval et HAS, on est sur un référentiel non pas d'évaluation, mais d'inspection. C'est-à-dire que l'HAS a construit son référentiel sur une norme qui est celle du contrôle, du contrôle, donc de l'inspection, et pas celle de l'éval classique. Donc ça veut bien dire qu'on va faire porter dans la durée et progressivement, à mon avis, de plus en plus, et d'autant plus que les évals deviennent de plus en plus exigeantes, on va faire de plus en plus euh, un usage du résultat des évaluations comme un résultat d'inspection plus que d'évaluation classique. Oui, parce qu'on est sur un référentiel ISO 17000 et des brouettes du Tout à COFRAC fait. qui est aussi qui est la même méthode que il me semble les labos et Exactement. d'autres. La radiologie, les labos, ouais, qui eux du coup s'ils sont pas bien évalués, en tout cas si l'évaluation n'est pas bonne, s'ils répondent pas à toutes les exigences, en gros c'est du jour au lendemain vous arrêtez quoi. Exactement. Et ce qui se comprend parce que du côté d'un labo, on a une obligation de résultat, Ouais. d'accord? Alors que nous, dans le secteur social et médico-social, on a plus une obligation de moyens. Oui, on a les moyens. Après, c'est aussi parce que on voit quand même, voilà, on voit quand même pas mal d'établissements qui sont en difficulté. Il y a un côté conjoncturel, de crise, d'inflation, de tout ce qu'on veut. On sait aussi qu'il y a des établissements pour qui c'est assez chronique et ça date d'il y a longtemps. Et pourtant, on les voit un peu perdurer, être assez parfois subventionné, perfusé et durer en fait alors que ça va pas trop. Et c'est pour ça que je me demande, on sait pas où ça ira, et puis finalement, il faudrait demander aux ARS, voire encore plus haut.
qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est possible de faire. Parce qu'autant fermer un labo, il y en a plusieurs en ville, on ira dans un autre. Fermer une structure médico-sociale, c'est quand même beaucoup de personnes et sur la continuité de l'accompagnement, ça va poser problème. Alors, là-dessus, je comprends qu'on ait ce premier ressenti quand on raisonne sur les secteurs des établissements où effectivement, ça met tout de suite en cause l'accompagnement d'un certain nombre de personnes. Si je prends un EHPAD de 60 lits, bah, c'est 60 personnes qu'il faudrait recaser. Sauf que c'est en réalité plus fin que ça parce que dans la réglementation, aujourd'hui, un établissement qui est en difficulté, avec un gestionnaire qui est en difficulté, l'administration dispose des moyens de le fermer tout en le maintenant ouvert. Ouais, C'est-à-dire transfert que, d'autorisation. alors, soit transfert d'autorisation, soit maintien de l'activité pendant 6 mois avant fermeture définitive. Et donc, ça Ouais. veut dire que l'autorité administrative qui est confrontée à un établissement en difficulté, elle a les moyens de Hmm. prendre des décisions qui sont dures pour le gestionnaire tout en garantissant l'accompagnement des personnes. Maintenant, c'est vrai que les autorités administratives et de contrôle n'apprécient pas de mettre ça en place, et fort heureusement, notamment parce que si elles ferment définitivement un établissement, il faut qu'elles recasent les Ouais, résidents. bien sûr. Donc, les personnes accompagnées, il va falloir trouver une place pour elles dans un autre établissement, ce qui n'est pas toujours évident quand on sait les tensions qui peuvent y avoir dans certains secteurs d'activité, parce que si j'ai donné l'exemple d'un EHPAD, mais ça pourrait concerner une MEX, ça pourrait concerner Hmm. un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap. Donc, voilà, mais l'autorité administrative a des moyens. Encore faut-il qu'elle les utilise à bon escient. Ok. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a eu des situations comme ça? Est-ce que vous en voyez? Est-ce que ça arrive des établissements qui ont cette problématique-là? Et puis ma question, c'était aussi parce que moi, je vois moins ce côté-là. Je vois les évaluations où en général, franchement, ça se passe plutôt toujours très bien et voilà, et on a des établissements qui se sont préparés, voilà, qui ont mis en place toutes les nouvelles choses qui leur sont demandées. Alors en général, tout n'est pas 100% abouti, mais ils sont dans la dynamique. Je pense que les établissements jouent beaucoup le jeu. J'ai pas eu de situation pour lesquelles, mais j'en ai entendu parler, pour lesquelles on a des établissements qui, bah voilà, qui se disent, bon, moi, je m'en fous, en gros, je verrai bien, de toute façon, j'ai pas le temps, et puis ça m'intéresse pas, et puis c'est de la connerie. Est-ce que vous avez eu des situations comme ça d'établissements ou de gestionnaires qui se retrouvent après en difficulté pour avoir une évaluation qui s'est très mal passée? Alors oui, alors pas forcément sur l'aspect contentieux vis-à-vis de l'autorité administrative, c'est plus que bah, comme vous, hein, vous accompagnez aussi sur des évals ou sur la qualité, hein, c'est un sujet qui vous passionne. Et nous, ce qu'on récupère comme dossier assez fréquemment, ce sont des établissements qui ont loupé leur éval externe. Les professionnels ne le comprennent pas. Et donc, euh, ils ont besoin de quelqu'un d'extérieur qui va les aider à reposer le cadre. Ouais. Voilà, l'éval, c'est pas fait pour les embêter. C'est un outil réglementaire. Tout le monde doit s'y conformer. Euh, il faut s'en servir pour le directeur ou son équipe de cadre comme un outil de management de l'établissement pour créer une dynamique dans l'établissement. Et ça, il y a certains directeurs, souvent c'est des directeurs qui sont dans des établissements en difficulté, qui sont eux-mêmes parfois en Mhm. souffrance. Il faut dire ce qui est, parce Ouais, que c'est sûr, c'est sûr. on a quand même aujourd'hui des directeurs face aux difficultés financières pour lesquels c'est quand même très dur psychologiquement. Je pense qu'aujourd'hui, les fonctions d'encadrement dans le secteur social et médico-social sont guère plus faciles que celles d'accompagnement au quotidien des personnes qui sont dans les établissements ou services. Et donc, bah, ils ont besoin qu'on les accompagne pour mettre en œuvre tout ça parce que leurs équipes ne comprennent pas que la démarche qualité n'est pas donné des résultats satisfaisants et
on ne peut pas partir du principe que les professionnels n'ont pas envie de bien accompagner les personnes vulnérables qui nous concernent. Et donc, il faut les aider à remettre du sens, à recadrer leur action, leur faire accepter qu'un certain nombre de pratiques que eux jugent bonnes, en réalité ne sont pas adaptées. Parce Mm. que ça aussi, c'est parfois quelque chose qui est compliqué. Alors, dans un podcast, je ne sais pas si on voit le sourire de l'interlocuteur, mais je vois à votre sourire que ça Non, mais je représente un pense à ça. certain C'est vrai que défi. ça peut être un gros sujet que j'ai pas vraiment vu. Je l'ai pas vraiment rencontré, mais j'imagine aussi, c'est vrai que, en fait, c'est tellement de changements rapides et de choses qu'on demande en plus que pour certaines personnes dans les équipes, il y a une incompréhension. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la difficulté pour les établissements, c'est aussi de comprendre l'attendu et de comprendre, en fait, de comprendre ce que veut le référentiel. Et ça, c'est difficile, Tout à fait. parce que c'est pas forcément écrit d'une manière très claire et il faut savoir décoder les attendus. Et ça, quand on est tout seul, ça peut être très dur. Et je vois aussi pas mal d'établissements. Ça dépend aussi de la structure des établissements, mais pour lesquels, en fait, ils n'ont pas la ressource. En fait, c'est un directeur qui va être tout seul, qui doit gérer le quotidien, l'opérationnel, les plannings. Et en plus, on lui rajoute ça. À Tout à fait. l'inverse de groupements ou d'associations plus costauds dans lesquels en fait il y a plus de monde et où du coup on peut avoir quelqu'un qui s'occupe de ça et qui est on va dire expert quoi, qui maîtrise vraiment le sujet. Et je pense que Et ça fait puis, une grosse différence. pour aller dans votre sens, c'est aussi quand on a plusieurs établissements dans un même organisme gestionnaire ou qu'on est regroupé avec des collègues, on a aussi le regard des collègues. C'est-à-dire que je suis directeur d'un établissement, je dois mettre en place la qualité. Si j'ai juste un président à qui je rends compte, qui lui est pas au fait de tout ça, j'ai pas cette forme Oui, il n'y a pas d'urgence de- et pas de j'ai pression. pas d'urgence, j'ai pas le challenge collectif aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand je suis dans un groupe de directeurs, parce qu'il y a 10 établissements, eh ben, il y a le collègue qui, lui, s'intéresse vraiment à la qualité, qui va bouger, et puis qui indirectement va m'aider à me challenger. Et donc, je vais être obligé de me dire, bah, moi, la qualité, où j'en suis par rapport à mon collègue. Donc, ça génère une dynamique, là encore, et moi, je trouve que dans la qualité, il y a, la notion de dynamique est très importante, hein. Ouais, bien Euh, sûr. voilà, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose chez les petits gestionnaires qui est parfois plus compliqué. Il y a une autre chose aussi, c'est que plus la structure est grosse, plus elle a tendance à faire des procédures. Alors que Hmm. quand on est petit, on est beaucoup dans l'informel, Il n'y a on est pas dans besoin, l'échange, on et se parle. or, dans la qualité telle qu'elle est vue par l'HS et ce que viennent voir les évaluateurs externes, c'est les éléments de preuve. Et il faut de la traçabilité, il faut de l'écriture. Exactement. Et c'est vrai que plus la structure va être importante, plus elle va avoir les moyens de mettre en place des outils de traçabilité, et plus elle va en avoir même besoin, parce que ça a une forme de réassurance pour le directeur général ou le président d'une structure qui est de taille importante. Et à l'inverse, bah, dans les petites structures, on n'est pas là-dessus. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait, c'est pas bien, mais le jour où on a un éval externe, on risque de se faire attraper par la patrouille parce que bah, on n'a pas su organiser la traçabilité. Ouais, bien sûr. Et alors que le travail est fait, c'est ça qui est un peu dommage parfois. Et c'est pour ça que c'est une question de méthode, hein, et qu'il faut mettre en place, simplifier et faire en sorte que ce soit utile, utile au quotidien pour les équipes. On a fait plusieurs épisodes déjà là, sur ce sujet, hein, de la qualité de l'évaluation depuis 2 3 ans, parce qu'il y a eu la phase 2023 où on découvrait, on essayait de comprendre, et puis où maintenant on essaye de presque d'optimiser, de mieux organiser pour avoir des meilleurs résultats, pour être plus efficace. Et c'est vrai que je reviens aussi sur la partie challenge. Ce que j'ai trouvé intéressant passant dans des associations pour lesquelles, bah, du coup, la démarche, elle est lancée depuis longtemps, hein, les établissements passent chacun leur tour. C'est aussi un peu le défi entre les établissements et les directeurs de qui a la meilleure note, qui a le plus d'étoiles, qui a le... Voilà. Et c'est vrai qu'il y a ce challenge-là. Un établissement seul, et c'est souvent eux qui sont en difficulté, bah, en fait, c'est pas préparé, c'est pris un peu en dernière minute. Et puis bah, du coup, ils vont se faire avoir, quoi, parce que c'est pas qu'ils font pas, mais sur des choses simples qui peuvent être faites au quotidien, on les retrouve pas et du coup c'est mal noté
parce qu'en gros, voilà, il y a ce côté quand même un petit peu, c'est pas un examen, mais presque, c'est un peu une interro, et si on s'est préparé, qu'on a anticipé les questions, ça va tout seul. Si on les découvre le jour J, ben, c'est beaucoup plus dur, quoi. Sachant que dans un contexte de difficulté financière, c'est vrai que si je suis une petite structure, que je me retrouve tout seul, et ben, le contexte de difficulté financière va amplifier cette situation un peu d'isolement et de ne pas avoir le réflexe d'aller mettre des moyens pour formaliser les choses et le traiter. À titre Ouais. indicatif, euh, s'agissant des questions financières, il nous arrive dans le cadre du contentieux de la tarification d'aller solliciter la prise en charge de l'éval externe. Ouais. D'accord? Donc, en général, au budget prévisionnel, on a du mal à l'obtenir. Par contre, dans le cadre des comptes administratifs, là, on a plutôt des bons résultats euh, en termes de contentieux tarifaire. En revanche, pour les établissements et services qui sont en EPRD, ERRD, là, pour être très clair, au contentieux tarifaire, aujourd'hui, on n'obtient rien. Parce que comme dans le CEPOM, normalement, c'était déjà intégré, puisqu'aujourd'hui, les vals externes, les vals HS, tout le monde sait qu'elle doit être faite. Donc, Hmm. normalement, elle est intégrée dans le budget qu'on va qualifier de base zéro du CEPOM. Et donc, on n'a pas de résultat satisfaisant sur du contentieux tarifaire pour obtenir le paiement du surcoût lié à l'éval externe. Ouais. D'accord, ça c'est un point qui est important parce que c'est souvent une question que j'ai. Ah oui, mais c'est pas normal, ça nous coûte X milliers d'euros de faire une éval externe, je vais aller au contentieux tarifaire. Celui qui est en tarification classique, budget prévisionnel, compte administratif, il a des chances de l'obtenir. Celui qui est en EPRD, ERRD à la suite de la signature d'un CEPOM, moi je lui dis, on peut essayer, mais clairement, la probabilité que je gagne est proche de zéro. Si Ouais. je vais que là-dessus, bien évidemment. Ouais, parce que je pense que en fait, c'est pas intégré dans le PRD, le RD, et du coup pas intégrable. Au début, il me semble, alors surtout sur l'ancienne version, mais il me semble que au début et en 2023, l'option, ça peut être sur du crédit non reconductible, mais du coup, en fonction de l'établissement et j'imagine d'une ARS à l'autre, ça peut se négocier. Vous avez tout Ah, à fait raison. Alors, mais là, on n'est pas au contentieux tarifaire, on est dans la discussion financière classique avec ouais. l'ARS. Et effectivement, l'ARS a parfois pu donner des CNR en fin d'année. En réalité, ce qui se passe, c'est que souvent, en fin d'année, il leur reste quelques subsides à distribuer. Et donc, si vous avez présenté une demande de prise en charge du coût de l'éval HS, là, oui, vous pouvez l'obtenir. Par contre, moi, ce que je vous Mm. dis, c'est que si vous ne l'avez pas obtenu, je ne l'obtiendrai pas au contentieux tarifaire. Ouais. Mais Voilà, déjà, c'est faut ça surtout l'enjeu. pas oublier de demander. En tout cas, penser à Exactement. demander, c'est ça le sujet. Euh, Exactement. on parle d'un contexte dégradé économique. Je pense qu'il y a aussi un très gros sujet sur, et c'est en général lié sur la stabilité des équipes. À Ah partir oui, du moment où moi je vois ça, parce que de toute façon, en plus, on demande des preuves écrites et on reprend l'historique des dernières années. Donc, quand on a des gens qui sont pas là et qui sont pas là depuis longtemps et qui n'ont pas encore cette capacité d'utiliser les outils et le réflexe d'écrire, on va vite aussi être en difficulté. Et c'est là où c'est un peu triste parce qu'on voit cette spirale un peu négative des établissements qui s'enfoncent dans la difficulté. Euh, de manière un peu à l'opposé, on a des établissements qui vont bien, qui sont stables, qui arrivent à du coup avoir un exercice budgétaire plus favorable et qui du coup sont dans une spirale positive d'amélioration continue, quoi. tout à fait. Alors, cette dimension turnover dans les équipes, qui effectivement est très significative dans le secteur, hein, et aujourd'hui, il y a, à mon avis, très peu d'établissements qui peuvent se vanter d'une grande stabilité des professionnels. Parce que ça, me semble-t-il, ça n'existe plus. Nous, je sais que sur la partie accent service, sur la partie qualité des accompagnements, on a mis en place des formations récurrentes euh, de sorte que bah, les nouveaux arrivants puissent être formés à certains sujets qui doivent être Mm. maîtrisés par tout le monde, ou au moins qui doivent être connus, parce que avec le turnover, sinon on n'en sort pas. On avait commencé ça, pour tout vous dire,
sur la partie RGPD où il était difficile de former tout le monde au début quand on faisait la mise en conformité. Et donc, on avait proposé à nos clients, dans le cadre de l'accompagnement DPO, d'avoir accès à des formations qui sont mutualisées entre nos clients. Et donc ça a bien plu et ça a très bien marché et ça marche très bien encore parce que comme ça, bah, vous avez du turnover, une secrétaire qui change, elle est un petit peu la pierre angulaire sur le RGPD, sur les données. Et ben, elle est la nouvelle qui arrive, elle est formée sur les règles du RGPD et comme ça, quand le lendemain elle revient dans son boulot, elle y est sensible. Et ben, sur la qualité, de la même façon, il faut réussir à mettre en place des démarches de formation continue pour tenir compte du turnover des professionnels et les acculturer à la qualité. Parce que la Hmm. qualité, vous conviendrez avec moi, il y a toute la partie formalisme qui est importante et nécessaire au regard des éval HAS, mais ce qui fait la qualité, d'abord, c'est la culture de la qualité. Oui, puis définir ce que c'est, parce qu'en fait, quand on parle de qualité, ça veut tout et rien dire. C'est Tout comme à si je fait. vous dis, ce qui est important, c'est l'accompagnement de la personne. Bah, en fait, ok, mais vous faites quoi? Et chacun met ce qu'il veut derrière. Voilà, et c'est là où il peut y avoir un flou et du coup, pas grand-chose derrière. Du coup, ça nous amène à concrètement, vous diriez que une structure, un établissement, peut-être même un service, petite structure qui est un peu en difficulté, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller de faire si son évaluation approche et qu'elle a envie que ça se passe bien? Alors, si, comme on parle d'un contexte financier dégradé, elle est en difficulté, soit elle dispose de compétences en interne. Il faut qu'elle passe en revue les éléments de l'HAS et puis qu'elle essaye de les comprendre. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. On est un certain nombre d'organismes à pouvoir apporter du conseil. Même sur Internet, on trouve quand même beaucoup de choses. Il y a des podcasts et vous en avez commis un certain nombre. Donc, La HAS aussi a voilà. fait beaucoup de choses hein, à travers déjà les foires aux questions, à travers aussi quelques webinaires. C'est vrai qu'il y a pas mal, il y a beaucoup de choses sur Internet et beaucoup aussi de consultants qui peuvent accompagner. Voilà. Après, moi, ce que je trouve un peu difficile, et on l'avait vécu de façon très marquée sur le RGPD, et on le vit de la même façon sur la qualité, c'est que paradoxalement, cette profusion d'informations rend difficile pour un établissement isolé la mise en œuvre, parce que ça part dans tous les sens. Nous, moi, je vais reparler un petit peu du RGPD. Le RGPD, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, en fait. Mais il y a Non, tellement d'infos dans tous les sens qu'on finit par s'y perdre. Et et quelque que part, pas grand avoir un... monde fait bien. Hormis quand on va chercher un, mais quand on le fait soi-même. Souvent, en Oui, fait, c'est pas fait à la fin. c'est pour tout vous dire, nous aujourd'hui on récupère beaucoup de DPO internes qu'en peuvent plus parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place les choses et qui nous appellent, qui nous disent bon voilà là j'ai les critères HS avec un notamment qui m'embête sur les données personnelles etc. Comment je fais? Et puis bon bah en fait on se rend compte qu'ils ne sont pas allés au bout de la démarche etc. Ils ont été pollués par le quotidien. Donc, on les accompagne et surtout avec à chaque fois une idée de systématiser, c'est-à-dire venir à des fondamentaux. Il y a des choses qui, dans la qualité, dans le RGPD, sont imparables. On est obligé de les faire. Ça sert à rien d'aller essayer de réinventer le fil à couper le beurre. Maintenant, on sait quelles sont les attentes de l'HAS. Et sur la base de ça, dans nos démarches en tant qu'organisme qui accompagne à la conformité au RGPD ou à la qualité, eh ben, sur les fondamentaux, on a des outils qui sont préparés et qui permettent après aux établissements bah, de mettre ça en place sans stress. Alors que Mhm. si je le mets tout seul et que je ne le maîtrise pas, à chaque virgule, je vais me poser la question, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal? Alors qu'en réalité, comme moi, on a des outils qui sont préparés. Il nous reste à les adapter avec l'établissement. Et puis, bah, derrière, ça se passe très bien. Donc, c'est vrai que ces accompagnements un petit peu au long cours permettent de stabiliser la qualité, permettent aussi parfois de faire des économies, parce que la qualité, c'est pas forcément d'aller développer tout et n'importe quoi ou des activités qui coûtent extrêmement cher. Euh,
Donc, c'est parfois des accompagnements qui sont simples et qui permettent de recentrer aussi l'établissement sur un certain nombre de missions. Parce que peut-être que vous l'avez constaté au travers des établissements que vous avez visités, c'est que parfois, il y a des établissements qui vont faire sur certaines choses de la surqualité qui leur coûte très cher Mm. alors qu'ils n'auraient pas forcément à le faire, et à l'inverse, qui vont pas être sur des éléments fondamentaux. Donc, le fait d'avoir le bon accompagnement, ça permet de se focaliser sur une qualité qui correspond aux attentes de l'évaluation HAS, donc de passer avec une certaine sérénité cette épreuve qu'est l'évaluation externe et d'autre part, de pouvoir avoir un management des équipes et un management de la qualité qui se fasse tranquillement sans qu'on soit tout le temps dans le stress. Oui, c'est ça, de manière positive en fait, parce qu'on se rend compte que moi je trouve qu'à travers l'évaluation, ce qui est vraiment intéressant, moi ce que je trouve bien, c'est qu'on a quand même la capacité de valoriser plein de choses. Et qu'en fait, quand on Tout à fait. cherche et qu'on sait ce qu'on cherche, en fait, on trouve. Et on trouve plein de trucs intéressants pour lesquels, en fait, bon, on se dit, bah, ok, ça c'est bon. Et ce que je vois aussi souvent sur de la préparation d'évaluation, c'est que, ah, nous, on est, on est foutus. Et puis en fait, on commence, on se dit, bon, comment vous répondez à ça? Bon, moi, je sais pas. Elle fait, bon, est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? Bah oui. Bah alors, c'est bon. Et du coup, c'est Voilà, ça tout à aussi fait. le sujet. Ils font de la prose sans le savoir. C'est ça, Vous voyez que exactement. indirectement, tout le monde en fait. Et c'est vrai que souvent, c'est bah, leur faire mettre le doigt sur ce qu'ils font bien aussi et pas que sur ce qu'ils font mal. Et Ouais. ça, en termes de valorisation des équipes, c'est un point qui est important, notamment, et là je reviens sur notre sujet, quand on est dans un contexte de difficulté économique qui est générateur de stress Mhm. pour les équipes et l'encadrement, et de venir dire, bah ouais, mais ça, regardez, vous êtes dans la qualité. Donc, ensemble, on vous aide à le formaliser, et comme ça, ou à le tracer, et donc, on met en valeur votre travail. Et donc, quand vous allez passer l'éval HAS, ben, vous aurez des choses à raconter qui seront positives et il n'y a pas de raison que vous ayez une mauvaise évaluation. Ouais, c'est ça. Et ça se fait plus sereinement parce que c'est le stress qui pose surtout problème, quoi. Et du coup, la préparation, l'anticipation. Et puis aussi, il faut savoir décrypter. Parce que moi, je trouve que le référentiel est quand même très bien fait. Mais que du coup, d'un public à l'autre et d'un établissement à l'autre, on peut avoir des termes pour lesquels, en fait, qu'on n'utilise pas et du coup, on voit pas ce qui est attendu. Euh, j'ai vécu ça à travers ces histoires de rupture de parcours en Tout à fait. EHPAD. Bah, on sait pas, en fait, rupture de parcours. Parce qu'en plus, si on regarde bien, l'EHPAD, c'est la fin de la chaîne. Donc, c'est ce qui a évité c'est la solution à la rupture de parcours du domicile. Mais du coup, puisqu'on accompagne jusqu'au bout, bah, en fait, il n'y a plus de rupture. Et en fait, quand on creuse et qu'on se dit, bah, en fait, la rupture, c'est quoi? Ben, c'est la problématique dans l'accompagnement ou à un moment, un accompagnement qui serait moins satisfaisant ou qui ne fonctionne plus. Et du coup, bah, c'est comment on anticipe toutes les problématiques qui peuvent survenir. Et là, on se rend compte que, en fait, c'est le travail au quotidien. Mais quand on dit rupture de parcours de prime abord, bah, en fait, on ne sait pas quoi. Je dis, c'est quoi ça? Ouais, Et on est en ouais, difficulté. partage tout à fait. Il y a vraiment dans ce que vous venez de dire un élément qui pour moi est important, c'est que il faut avoir à l'esprit que tout ce qui est évaluation et ce que ça génère comme contrainte de traçabilité, etc., en réalité, l'objectif derrière tout ça, c'est de prévenir les accidents au sens large, hein. Euh, c'est que grâce à la qualité, on prévient des difficultés. Mm. Donc, pour les dirigeants, on se pose souvent la question, nous, on est pas mal interrogé sur les questions de responsabilité en établissement. Ah oui, il y a eu une fausse route de la part d'une personne en situation de handicap et elle est décédée. Bah ouais, mais on est responsable. Oui, on est responsable, mais dans quelle mesure? Parce que si j'ai fait le boulot de travail sur la qualité, que mon évaluation elle est positive, il y a aussi l'aléa dans la vie humaine. Et donc, Ouais.
à certains égards, je suis forcément responsable de tout ce qui se passe dans mon établissement, mais pour autant, est-ce que ça va se concrétiser par une mise en cause de ma responsabilité? Ben non, puisque j'ai mis en place tout ce qu'il fallait, l'aléa fait que il y a eu une fausse route, malgré les bons gestes, malgré les bons accompagnements, on n'a pas pu sauver la personne. C'est terrible, il y a un décès, mais ça fait partie de la vie. Alors que si, à l'inverse, je n'ai rien fait en termes de mise en œuvre de la qualité, Ou que j'ai pas là, de je peux, traçabilité. et que j'ai pas de traçabilité également, le jour où j'ai ce problème-là, dans la même situation, dans un cas, je serai probablement blanchi, dans l'autre cas, je serai probablement condamné, voire lourdement condamné, parce que je ne suis pas un bon professionnel n'ayant pas mis en œuvre les prescriptions de l'HAS, n'ayant pas pris connaissance des recommandations de bonne pratique, etc., etc. Donc, Hmm. tout ce qui est évaluation, ça vient apporter une forme d'assurance pour les dirigeants sur leurs responsabilités dans un secteur où on travaille sur l'humain, comme on aime souvent à le répéter dans le secteur. On travaille sur l'humain, on ne travaille pas sur des process industriels donc, tout ce qui est qualité, évaluation, pour moi, ça permet de sécuriser les responsables. Ouais. Ce qui donne un enjeu très intéressant, et c'est vrai que j'avais pas vu comme ça, mais quand on regarde bien le référentiel et l'idée de la fausse route, c'est un vrai sujet parce que du coup, ce que demande le référentiel, c'est comment j'ai anticipé et évalué le risque, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place, comment je l'ai réévalué, quels partenaires j'ai pu intégrer, et même quelle réflexion éthique j'ai pu mettre en place. Et c'est vrai qu'une personne qui serait confrontée, si on a repéré rapidement le risque, qu'on a fait passer, si tant est qu'il y en ait dans le coin, mais une, euh, une orthophoniste, et que on a réfléchi avec la personne en co-construction sur est-ce qu'on prend le risque ou pas, c'est vrai que ça change tout avec le fait que bah, on sait que la personne elle a des difficultés et puis est-ce que et on lui a quand même donné quelque chose, bah, là du coup en gros on est en faute quoi. Tandis que Exactement. tout le process a été fait, suivi, réévalué, discuté, tracé, techniquement, alors techniquement, il n'y a plus de problème. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de procès, mais ça veut dire que le jour où les juges traiteront le dossier, eh ben, ils verront qu'ils ont en face d'eux un établissement qui est sérieux et que l'accident, on Ouais. peut mettre tout ce qu'on veut en œuvre, on ne pourra jamais les éviter à 100%. Par En tout contre, cas, on a des arguments pour montrer tout ce qu'on a fait exactement. et qu'on n'a pas pris à la légère. Je vais vous donner un autre exemple qui va parler à beaucoup. Moi, j'aime beaucoup prendre un exemple qui n'a rien à voir avec notre secteur. C'est celui quand vous empruntez à la banque. Vous savez que vous devez écrire une mention manuscrite comme quoi je reconnais qu'un prêt doit être remboursé, gna gna gna, et là j'emprunte tant et je dois rembourser tant. Cette réglementation qui vient du droit de la consommation, à la base, tout le monde dit ça protège le consommateur. Et moi, je dis non, ça protège le banquier. Parce que le jour où l'emprunteur vient contester le prêt, le banquier, il va dire, mais regardez, il avait une parfaite connaissance des choses. Donc, moi, en tant que banquier, j'ai été professionnel, j'ai fait ce qu'il fallait dans le respect de ses droits. Donc, il ne peut rien réclamer. Donc, paradoxalement, tout ce genre d'outils et notamment les outils de la loi de janvier 2002, viennent protéger les gestionnaires presque plus que les usagers. Mais à l'inverse, le fait de les mettre en place, ça protège aussi les usagers parce que ça oblige les gestionnaires à faire les choses. Donc, on est à certains égards avec l'EVAL HAS, pour moi, dans un processus qui est vertueux, qui est de dire, je suis obligé, établissement, de mettre en place des choses qui, si je les mets en place, et compte tenu du fait qu'on recherche qu'elles sont mises effectivement en place, et pas simplement que c'est du papier, je garantis une qualité de prise en charge, donc je limite les risques pour les personnes vulnérables que j'accompagne. Et si je continue le cercle, du côté du gestionnaire, si un jour il y a un problème,
je suis protégé par le fait que j'ai été un bon professionnel, j'ai suivi les recommandations de bonne pratique, le guide HAS, etc. Donc, si un jour il y a un problème, ça fait partie d'un aléa que je ne pouvais pas, comment dire, éviter, et donc je ne serai pas responsable au sens pénal du terme si jamais il y a un Mm. accident qui survient. Donc, vous voyez qu'on est vraiment avec les valeurs HAS toute cette démarche dans une démarche de protection de la personne et de protection du gestionnaire et donc des dirigeants de l'établissement. Ok. Non, non, c'est très clair, c'est très clair. C'est vrai que c'est logique vu comme ça. Et ce que ça m'évoque, parce que moi, du coup, dans mon approche de préparation, je pense qu'il y a un sujet qui est ultra fondamental, je dirais, qui prend 60% de l'évaluation. C'est ce fameux projet d'accompagnement personnalisé qu'on retrouve dans la loi du 2 janvier 2002, pour lequel on savait le mettre en place, on faisait des choses, il n'y a pas de problème, mais que si on le prend bien et qu'on le maîtrise et qu'on le gère de A à Z, on répond quasiment à 60% des critères assez facilement. Tout à Euh, fait. et du coup, c'est un peu ça le squelette et le fil conducteur. Et c'est vrai que justement, c'est là où, si on reprend l'histoire de la fausse route, ben, est-ce qu'on a évalué les besoins? Est-ce qu'on a mis en place un accompagnement individualisé? Est-ce qu'on l'a réévalué régulièrement? Et c'est vrai que quand on a fait ça, il peut y avoir des problèmes, mais en effet, ce sera des aléas parce qu'on aura fait le job de rechercher les besoins et de faire ce qu'il faut. Tout à fait. Et quand on adapte, quand on prend la qualité au-delà même des évals, hein, quand on prend la qualité sous cet angle-là, et ben, en termes de dynamique, on est dans une dynamique qui est positive et pas dans Ouais. une dynamique négative où on vient nous coller encore une réglementation qui est là, entre guillemets, Mm. pour nous embêter alors qu'en réalité, il faut s'en servir comme un outil pour, en termes de dynamique d'établissement, mieux accompagner les personnes, en termes de responsabilité, se sécuriser vis-à-vis du juge pénal si un jour il y a un accident. Donc, vraiment, on change notre regard sur la qualité et Ouais, bien l'évaluation. sûr. Et ça reste, et ça qui est intéressant, du cœur de métier. On s'occupe des Exactement. personnes et on n'est pas en train de faire des procédures pour faire des procédures, quoi. Mm. Ça Euh, m'amène à un dernier enjeu, juste pour préciser quand même. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on sent qu'on est trop en difficulté, notamment en difficulté financière, faut pas hésiter à faire un EIG. ouais. C'est-à-dire que l'EIG, souvent, événement indésirable grave, on le fait parce qu'il y a eu un accident, etc. Mais si on a de trop grosses difficultés de recrutement, des trop grosses difficultés financières, parfois il faut faire un EIG pour dire à l'administration, bah voilà, là, je vais plus avoir les moyens d'encadrement suffisants, donc je vous en informe en respectant cette procédure-là. C'est pas quelque chose qui est naturel, mais Non. parfois ça peut être bon parce que le moment venu, si j'ai un accident, je dirais, mais attendez, moi j'ai prévenu l'ARS ou le département et parce que j'étais dans une situation compliquée. Pour autant, il fallait assurer une continuité d'accompagnement, donc on l'a fait, mais on l'a fait en sachant qu'on était dans un mode dégradé. Ouais. J'ai souvenir de directeurs qui ont fait ça sur des phases Covid Tout à difficiles fait, pour lesquelles il n'y avait plus d'infirmières. exactement. Et Et nous, on l'avait effectivement. préconisé à pas mal de clients à cette époque, mais ça reste toujours valable. Si vous êtes sur un territoire qui est en tension, et il y en a quelques-uns, et que vous n'arrivez pas à avoir de personnel soignant, hein, sur l'exemple que vous donnez, à un Hmm. moment donné, il faut faire un EIG. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à il n'y a plus de médecin traitant ou même si c'est le libéral ou. Moi, je pense qu'il faut le faire. C'est-à-dire que, et il faut le faire aussi en pensant à notre responsabilité pénale. Hmm. Parce que si je bouge pas et que l'ARS elle est au courant de rien, le jour où il y a un gros souci dans l'établissement, ben, là, en termes de responsabilité, je peux être mal. Ouais, Alors que parce qu'on si va j'ai dire informé qu'est-ce que vous avez fait. régulièrement, Hmm. exactement. Ok. Pour conclure, donc, colloque à Angers au mois de mars sur la qualité. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'inscrit? Alors c'est gentil de l'évoquer. Donc, le cabinet, depuis 2007, organise quasiment tous les 2 3 ans des colloques universitaires avec la fac de droit d'Angers. Toujours des colloques qui sont en lien avec l'organisation et le fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux.
bien que ce soit un colloque universitaire, c'est tout à fait accessible à tout le monde, puisqu'il y aura quelques interventions d'universitaires où on essaye de prendre de la hauteur sur les questions. Et puis, on a également des tables rondes où on a les témoignages de professionnels, de financeurs, d'usagers pour faire part de leur situation. On a également un évaluateur externe qui va intervenir. Donc, c'est un colloque sur la qualité dans les ESMS les 12 et 13 mars prochains, les jeudis et vendredis 12 et 13 mars prochains, qui est gratuit et qui est en présentiel. Je précise qu'il ne sera pas enregistré, il ne Ah, viendra pas faire de concurrence à vos podcasts. ah, Donc, voilà, donc tout le monde est le bienvenu. C'est sur une journée et demie. Vous pouvez venir qu'une journée ou que la demi-journée du vendredi. Il n'y a pas de difficulté. Je sais qu'il y a déjà près de 150 inscrits aux dernières nouvelles, donc on va être quand même assez super. nombreux. C'est dans un amphi de la fac. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et ça sert vraiment à enrichir la réflexion. Et c'est un temps de ce qu'on nous dit des 6 précédents qu'on a fait, qui est souvent apprécié parce que c'est un temps où on prend du recul sur notre quotidien, on prend de la hauteur. Donc voilà, c'est parfois bien de s'extraire de son quotidien et d'être dans une petite bulle pendant une journée et demie, pour réfléchir aussi à nos pratiques professionnelles et voir un peu ce que font les autres. Ouais, bien sûr, c'est même important, hein. Et on peut aussi orienter tout le monde sur votre site internet sur lequel vous avez un blog avec beaucoup d'informations, de décryptage et des webinaires. Voilà, donc on Et a replay. effectivement un blog Access Avocat et un blog Access Service. Sur la partie Access Service, il y a un peu plus ce qui concerne la qualité. Et le cabinet fait des webinaires une fois par mois pour des sujets en lien avec le secteur, parce qu'on partage la même passion. Donc, et on essaye vraiment de faire des webinaires comme notre échange là, qui sont riches et pas simplement Mm. des webinaires qui sont pour aller faire du commercial et dire à tout le monde c'est compliqué, venez nous voir. Je le Mm. précise parce qu'on en voit un certain nombre, mais la qualité de vos podcasts, et c'est pour ça que j'ai plaisir d'être invité par vous aujourd'hui, c'est que vous allez au fond des choses et vous vous contentez pas de survoler. Voilà. Et je pense que ça a un vrai apport pour les établissements et services qui ont besoin de ça. Mm. Et à chaque fois, dans une dynamique, on vulgarise les choses pour que ce soit compréhensible. Oui, partager du contenu, des astuces, des bons plans, et puis après les gens ils en feront ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que c'est ça le but, c'est ça qui est important. Et ben merci Exactement. pour toutes ces infos, partagez, puis à bientôt pour un prochain sujet. Au plaisir, au revoir et bonne journée à tous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.